Je vais vous en parler aujourd'hui d'éducation thérapeutique du patient. Mais en fait, j'aimerais dire de l'éducation thérapeutique du patient et de la famille. Parce qu'en fait, la famille est concernée dans cette éducation, surtout dans les maladies chroniques. Donc là, je ne trouve pas. Définition. L'éducation thérapeutique du patient appartient au champ des éducations en santé et fait partie intégrante des soins. Elle concerne avant tout les patients atteints de maladies chroniques. Donc toutes les spécialités sont concernées et tous les soignants sont concernés, que ce soit des infirmiers, des techniciens, des spécialistes, des généralistes, de toutes les spécialités. Donc, l'OMS a proposé la définition suivante il y a déjà 20 ans. L'éducation thérapeutique du patient devrait permettre au patient, je la lis intégralement parce qu'elle devrait être lue, du patient devrait permettre au patient d'acquérir et de conserver les capacités et les compétences qui les aident à vivre de manière optimale leur vie avec la maladie. Cette maladie est censée être chronique, c'est donc améliorer la qualité de vie du malade. C'est aussi un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient, mais la famille doit être concernée. Pour les généralités, cette éducation implique des activités d'abord organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage, de l'autogestion, de soutien psychologique, là c'est aussi important, concernant déjà la maladie, le traitement prescrit et les soins avec. Toujours dans les généralités, ce sont donc des professionnels de la santé qui vont transmettre une partie de leur savoir ou de leur savoir-faire aux patients. C'est donc tout un programme à faire comprendre et aider le patient à le connaître. C'est une approche qui est centrée sur le malade et doit tenir compte de toute sa dimension humaine, à la fois biologique, psychologique, socio-culturelle, spirituelle. Donc toute la dimension de l'être humain doit être prise en compte avec sa dignité aussi. L'approche est donc pluridisciplinaire, je disais tout à l'heure, tous les soignants, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les médecins, les psychologues, les diététiciens, les aides-soignants, les ergothérapeutes et encore. Alors à l'origine de cette éducation thérapeutique, qu'est-ce qui a motivé donc ce soin un peu spécifique? C'est d'abord le développement de la médecine qui a permis aux malades, de certains malades, de vivre plus longtemps avec une maladie chronique et en contrepartie, ça nécessite des soins à réaliser par le patient lui-même. Vous imaginez maintenant que le diabétique qui doit faire des injections, matin et soir, s'il ne la prenait pas, ça ne serait pas possible. Deuxièmement, c'est l'accroissement du nombre de patients qui sont porteurs d'une affection qui rend impossible une prise en charge individuelle à tous les instants. Donc on doit donner une certaine compétence à ce malade en hospitalisation, en hôpital de jour, en hôpital à domicile, nous devons lui donner certaines compétences. Et puis il y a aussi cette notion d'autodétermination du malade. C'est une notion un peu plus précise pour dire que ce patient n'est plus l'individu qui est noyé dans un système. Si maintenant un malade qui a des droits, et ça lui confère des compétences de décision. Il peut à tout moment décider d'un traitement, d'accepter, de refuser. Donc ce malade n'est plus un malade, c'est aussi un usager de ce traitement, un usager de votre prescription, un usager de votre décision thérapeutique. Alors il sollicite le soignant, c'est-à-dire le médecin, l'infirmier, comme un expert. Il va lui demander un avis sur ça ou ça, et c'est à lui de décider ou pas, d'accepter cette thérapeutique ou pas.
Et finalement, c'est un collaborateur pour lui-même, avec nous. Mais, quel que soit votre, on appellera acharnement thérapeutique, lui apprendre des compétences, mais en aucune façon, on ne pourrait lui reprocher quelque chose. On ne lui dira jamais, lui reprocher de ne pas avoir voulu ou développé des compétences thérapeutiques. On ne doit pas le lui reprocher. Encore mieux, s'il y a apparition des complications, non, nous ne devons pas lui dire c'est de votre faute parce que vous n'avez pas mis en œuvre les compétences attendues. Donc nous n'avons pas le droit de lui reprocher s'il n'a pas vu, n'a pas pu ou n'a pas voulu appliquer certaines compétences. En pratique de tous les jours, quotidiennement, donc on estime qu'il y a éducation thérapeutique, ou que l'éducation thérapeutique est possible s'il y a une rencontre entre le patient et le soignant. Mais seulement, il faut l'exprimer explicitement pour le malade. S'il n'est pas sur le plan moral, il n'est pas capable d'accepter il faudrait l'expliquer, le lui dire, nous allons faire de l'éducation thérapeutique parce qu'il en faut, vous avez ça, vous avez ça. Mais il faut le lui expliquer. Pour les méthodes, ça nécessite du temps et des moyens. Ainsi, c'est une éducation thérapeutique permanente. Le temps et les modalités sont différents pour chaque prise en charge, chaque spécialité, et les objectifs éducatifs. On peut envisager une consultation dédiée au malade seulement et lui apprendre une seule compétence, ou bien proposer des ateliers pour un groupe de malades répartis selon l'âge ou selon leur pathologie, bien sûr. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un effet de mode? Non, parce qu'elle est une composante indissociable du traitement médicamenteux et c'est aussi un soutien psychologique qu'on propose aux patients. Ça lui confère donc, pour l'éducation thérapeutique, ça lui confère un statut de partenaire pour le patient, des soignants, et c'est un citoyen éclairé, à qui on va demander son avis, et peut-être même qu'il participe quelque part dans une société à améliorer les enjeux de santé. Par exemple, quand on parle de la rougeole ces temps-ci, si on avait un peu permis, si on ne vaccine pas tous les enfants, si 50% ne sont pas vaccinés, on n'aurait pas fait cette épidémie de rougeole quelque part en Algérie. Alors, elle peut être dispensée, cette formation. Elle peut être dispensée dans des différents locaux, différentes structures, sous deux conditions. La première, que la personne qui l'a fait, qui la dispense, connaisse bien la maladie. La deuxième, ce sont donc soit en lien avec les décisions médicales et les soins. Bien souvent, c'est à travers la pratique quotidienne que le soignant acquiert cette formation ou cette auto-formation autodidacte, de manière autodidacte. À l'étranger, il existe même des universités qui proposent des diplômes universitaires, des DU, comme pour l'éducation thérapeutique. La qualité de l'éducation thérapeutique, comment peut-elle être évaluée? D'abord, elle doit être structurée, elle doit être organisée d'une façon pérenne et qu'elle doit être reconnue dans le système de santé. Elle est dispensée par une équipe multiprofessionnelle et doit répondre aux besoins du patient. Là aussi, elle peut être évaluée finalement par les associations de malades qui pourraient donc prendre, et même parfois on associe les malades en tant que patients conseil dans ces éducations thérapeutiques, même les malades. Alors les objectifs au total de cette éducation thérapeutique, c'est en premier, augmenter l'autonomie du patient. Arriver à changer les comportements des malades. Améliorer l'efficacité des soins. Tout ça dépend du malade lui-même. L'exemple, par exemple, arrêter ou parvenir à arrêter le tabac.
à mesurer avec précision la pression artérielle, améliorer la nutrition du malade et l'observance des médicaments, de la prise avec une certaine régularité des médicaments. Donc je rappelle, c'est augmenter l'autonomie le but, changer les comportements et améliorer l'efficacité des soins comme l'arrêt du tabac, prise de la tension artérielle d'une manière précise, améliorer la nutrition et observance pour les médicaments. Alors nous avons choisi 2 exemples en hématologie bénigne pour en parler. En premier, l'hémophilie, car il s'agit d'une maladie chronique, héréditaire, et l'éducation du malade et de sa famille est indispensable dans la prise en charge dès le diagnostic. Vous imaginez un nourrisson qui est hémophile à l'âge de 12 mois, si on n'associe pas sa famille, il ne sera pas bien traité du tout. Donc, j'insiste, du patient et de sa famille. Elle doit être adaptée à l'âge. Elle nécessite une approche multidisciplinaire à chaque âge, le pédiatre, l'orthopédiste, le kinésithérapeute et le psychologue. Actuellement, l'espérance de vie de l'hémophilie, elle est identique à la population générale, avec le traitement substitutif et que l'on peut donner en prévention à partir de l'âge d'un an à la première hémarthrose. Ça permet donc de vivre le plus normalement du monde. Mais le risque, il est lié aux séquelles fonctionnelles des hémarthroses que le malade fait de temps en temps. Alors cette prévention dont on parle actuellement pour l'hémophilie, elle existait déjà 5 années chez les Juifs avec la circoncision. Dans la Bible ancienne, il est écrit que lorsque 2 frères sont morts d'hémorragie lors de la circoncision, le 3e peut ne pas subir la circoncision. C'était déjà un traitement ou une indication religieuse de ne pas faire la circoncision au 3e garçon. Alors quels sont les gestes qu'on doit, ou du moins quels sont l'éducation thérapeutique doit comporter? D'abord les gestes interdits, on en parlera tout à l'heure, l'hygiène de vie, expliquer la maladie, je reprends, aux parents, l'autotraitement, bien sûr ça peut être fait par le malade s'il est assez vieux, et les parents. Et puis il y a cette notion d'autotraitement, donc il doit être fait par les parents s'il est jeune. Et la prophylaxie, dont on parlera un peu. Alors, pour tous les jours, le malade doit porter une carte d'hémophilie où s'il est inscrit le type d'hémophilie, le degré de la sévérité et parfois même le numéro du téléphone du médecin à contacter. On doit hospitaliser en cas d'hémorragie grave et faire une perfusion avant toute investigation de traitement substitutif, avant tout traitement ou toute investigation. L'éducation des mères à chaque hospitalisation du malade, c'est donc une éducation thérapeutique du patient en continu lors des consultations et des hospitalisations. Et on doit reprendre toutes les informations qu'on a données déjà aux malades, pour les inculquer aux malades comme à la famille. Quelles sont les informations pratiques? Éviction des injections intramusculaires, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, pas d'aspirine, pas de plâtre circulaire, la compression après ponction veineuse, pas de sport violent, une bonne hygiène dentaire et aussi le port de chaussures souples, tout ce qui évite les traumatismes et les risques d'hémarthrose. Cinq points essentiels sont nécessaires pour la famille et pour le malade. Donc l'information qu'on vient de donner par exemple, l'apprentissage et le traitement à domicile, là c'est très important. Le traitement substitutif à domicile est rapide et doit être fait dès les premiers signes de saignement. Le malade ressent, même quand il saigne dans son articulation, il ressent des picotements, une tension articulaire, il peut s'injecter le produit chez lui parce qu'il a un traitement à domicile.
C'est aussi ce qu'on appelle l'autodiagnostic pour les picotements et l'autotraitement à la maison qui peut être fait par les parents. La prophylaxie de tous les jours, actuellement c'est un traitement des plus indiqués. On offre au malade un traitement substitutif chez lui qu'il doit prendre, soit un schéma de 50 unités par kilo une fois par semaine ou un schéma de 30 unités par kilo 2 fois par semaine. Ça permet de mener une vie normale à un enfant ou un adulte qui peut aller même au travail avec ce traitement. Des règles de conduite en milieu médical, on ne doit pas faire subir des examens ou une ponction lombaire ou avant toute substitution. On doit substituer le malade avant toute investigation ou examen invasif. Et puis on vaccinait anciennement, on vaccinait nos malades pour l'hépatite B parce qu'il se pourrait qu'ils soient transfusés un jour devant une hémorragie importante. Actuellement, ils sont tous vaccinés. La deuxième pathologie, ou toujours hémorragique et bénigne, c'est le purpura thrombopénique auto-humain. Pourquoi d'abord cette pathologie? Parce qu'elle est fréquente, à tout âge. Et c'est une maladie qui passe à la chronicité chez l'adulte dans 72% des cas. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de malades adultes, rarement des enfants, qui ont un PTI, un purpura thrombopénique auto-humain. Ces malades, à 70% des adultes, passent à la chronicité et ça nécessite donc une éducation thérapeutique. Nous leur apprenons quels sont les symptômes où il y a un risque hémorragique important et cette sévérité est en rapport avec un taux de plaquettes inférieur à 30 000 par millimètre cube. Les signes d'hémorragie graves, ce sont les bulles gingivales, les gingivorragies et parfois des hémorragies internes, bien sûr, que le malade ressent. Alors nous demandons au malade, au même titre que l'hémophilie, de ne pas prendre l'aspirine, de ne pas faire des injections intramusculaires, de ne pas prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut présenter sa maladie, ou parler au médecin et le chirurgien qui va le recevoir aux urgences. Pour une femme, recourir à une contraception. Il doit connaître les situations graves. Ce sont le purpura important et extensif. Apparition de bulles hémorragiques dans sa bouche. Le sang dans les selles et dans les urines. Le mal de tête inhabituel. On pourrait penser à une hémorragie méningée. Et puis les règles abondantes avec des caillots chez une femme avec un purpura thrombopénique auto-humain. Ce malade doit être surveillé régulièrement tous les 2 mois, même avec un taux de plaquettes, même après un taux de plaquettes supérieur à 30 000, il peut rester en ville ou même vaquer à ses affaires de tous les jours. On peut même rapprocher les consultations. L'intérêt ici de rapprocher les consultations, c'est de garder un peu le contact avec le malade et l'aider d'une manière psychologique. Encourager l'insertion familiale et le retour rapide à une activité professionnelle, c'est le but de toute prise en charge de ces malades. Ces malades présentant un purpura thrombopénique auto-humain peuvent subir une splénectomie. C'est aussi une autre pathologie en post-splénectomie. C'est le risque d'une infection fulminante à pneumocoque. On doit remettre à ce malade, le PTI, on doit lui remettre une carte avec la date de la splénectomie, le statut vaccinal du méningus et de l'hémophilus, et lui donner une antibioprophylaxie par la PNIV. Il doit savoir que le risque demeure important d'une complication infectieuse avec un sepsis grave, il doit le savoir, et qu'en cas de signe d'infection, on doit donc l'hospitaliser en urgence et commencer un traitement en intraveineux à forte dose de céphalosporine de 3e génération. Et même en cas de voyage, il doit savoir prendre avec lui des antibiotiques et se présenter avec sa carte de splénectomisé au premier centre de santé
pour qu'on lui fasse cette antibiothérapie sur place, qu'il ramène lui-même ou qu'il voyage avec, et pour aller être pris en charge par un spécialiste. Sinon, le risque d'un sepsis grave, fatal dans 50% des cas, malgré cette antibiothérapie. Et merci à tous.